Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, alors bonjour mes chers abonnés, c'est la revue de presse numéro 511 du 16 mars 2025. Alors quoi de neuf aujourd'hui? Eh bien, d'abord, il faut remarquer quelque chose. Bravo, bravo à tous les papis gangsters qui vont pouvoir être libérés à partir de 70 ans, comme M. Sarkozy. M. Sarkozy qui a pu, grâce à ses 70 ans, eh bien, mon Dieu, il a pu repartir avec sa nana, avec sa femme, en voyage. Voyez-vous comme c'est bien. Comme c'est bien la République française. Ah oui, à 70 ans, tout s'arrête. Ben voyons. Bien, sinon à Istanbul, bon, il y a des contacts, il y a eu des contacts en tout cas entre Russes et Ukrainiens. C'est pas mal, c'est déjà quelque chose. Quant à M. Trump, il revient du Moyen-Orient les poches pleines. Bah oui, oui, complètement. En espérant que, bon, il va pouvoir tout de même lancer l'idée de la paix à Gaza. Voilà, mes chers abonnés, c'est la revue de presse numéro 511 du 16 mars, de 16 mai 2025. Excusez-moi. Et bienvenue, bienvenue aux nouveaux abonnés qui me regardent. Allez, à demain. Au revoir. Hier, des délégations ukrainiennes et russes se sont rendues à Istanbul, en Turquie. Dans la matinée, le président Zelensky s'est entretenu avec le président Erdogan pendant 3 heures. Le président Poutine ne s'étant pas déplacé, le président Zelensky a quitté la Turquie sans rencontrer la délégation russe. Néanmoins, les deux délégations, donc de diplomates et de conseillers russes et ukrainiens, ont prolongé leur séjour en Turquie et ils devraient s'entretenir aujourd'hui aux alentours de midi, heure locale, donc à Istanbul. Les Ukrainiens ont présenté leur nouveau drone naval, le Magura V7, qui est équipé d'une mitrailleuse et de 2 missiles Sidewinder. C'est un Magura V5 mais agrandi, donc le V7 fait 8 mètres de long contre 5 mètres pour le V5. Et son étrave a été remodelée, suggérant une meilleure tenue en mer. Dans la nuit, l'Ukraine a perdu le contact avec un de ses F-16. Le chasseur était engagé pour contrer une attaque de drones russes lorsque la communication a été perdue vers 3h30 dans la nuit. Un incident à bord s'est produit, nécessitant l'éjection du pilote qui est sain et sauf. Côté russe, il y a eu des modifications concernant les généraux. Tout d'abord, le général d'armée Salyukov, qui était responsable des forces terrestres russes, a été remplacé par le général Mordvichev, qui porte le titre de héros de la Russie, et qui, pour rappel, c'est lui qui commandait la 8e armée russe lors de la victoire à Mariupol et Azovstal. Le général Solochuk, qui était à la tête des forces russes lors de la bataille de Koursk, a lui été nommé commandant du groupe d'armée Centre, ce qui correspond au secteur de Donetsk. Je vous rappelle que Vladimir Poutine a un mandat d'arrêt international et que la Turquie n'a pas signé et n'est pas adhérente à la CPI, la Cour pénale internationale. Donc, en clair, il peut aller sur le territoire turc sans risquer d'avoir un mandat d'arrêt. Et donc, pourquoi je disais que je ne croyais pas à la paix? Parce que, en réalité, ce week-end a été chargé. Vous avez eu d'abord, première annonce, on va créer un tribunal pour juger les crimes de guerre de Vladimir Poutine. Voilà. Quand vous voulez faire la paix avec un adversaire, vous ne commencez pas à expliquer que vous allez le mettre devant un tribunal. En général, on attend un petit peu. Et puis ensuite, les propositions se sont enchaînées. Je pense que ces discussions vont avoir lieu. Est-ce qu'elles aboutiront vraiment? Je suis assez sceptique. Parce qu'aujourd'hui, on a une position ukrainienne qui est de plus en plus, j'allais dire, radicale. Au début, certains envisageaient quand même, notamment, une reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée. Aujourd'hui, on voit très bien que Zelensky ne veut pas céder un pouce de territoire ukrainien. On peut le comprendre à la limite. Mais quand on voit la situation militaire sur le terrain et quand on voit en réalité ce qui est mis en discussion, on ne voit pas tellement quels sont les terrains d'entente.
Donc un cessez-le-feu, si c'est pour aboutir à rien, les Russes n'en veulent pas. Ce qu'ils demandent, je le rappelle, c'est un accord global comme celui qui avait été signé à Helsinki au moment de la guerre froide et qui finalement a garanti au moins pendant une trentaine d'années une absence de conflit sur le territoire européen entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, pour faire simple. Et pour cela, je vous rappelle que quand l'URSS a explosé au début des années 90, la solution qu'avait proposée Jacques Chirac, c'était un statut de neutralité comme l'a eu pendant la guerre froide l'Autriche de l'Ukraine. Ça reste, à mon avis, la seule solution aujourd'hui viable pour que les deux parties puissent y trouver leur compte, un statut de neutralité qui serait bien sûr pour l'Ukraine aussi garanti par les grandes puissances. Voilà. Donc je crois absolument pas à cela. On a assisté, c'est l'avantage un peu de ce genre de conférence qu'il y a eu à Kiev. On a assisté pour la peut-être 12e fois ou 15e fois depuis le début de l'année à un moment historique qui marquera l'histoire, puisque c'est ce qu'adore Macron. Mais en réalité, tout ça risque d'être effacé par l'épisode suivant dans quelques jours. Sans plus attendre, direction le terrain. Alors, nous allons commencer comme à l'habitude avec le secteur de Soumy-Koursk, et plus précisément le secteur de Glushkovo, où les Ukrainiens ont tenté des incursions dans ces secteurs. Jusqu'à présent, la zone grise a simplement été étendue dans le secteur de Tetkino, ici où il y a eu des combats avec des pertes de part et d'autre. Depuis 48 heures, une seule géolocalisation a été réalisée, mais de l'autre côté de la frontière, dans la région donc de Soumy, où un M577 de l'armée ukrainienne a été endommagé et abandonné le 11 mai. Mais comme vous pouvez le constater, pas d'évolution dans ce secteur. Je n'entends pas Zelensky dire aussi qu'il veut aller vers la paix. Il veut aller à la paix, oui, mais à ses conditions, comme s'il avait gagné la guerre. Il faudra quand même qu'on prouve sur le terrain qu'il a gagné la guerre. Déraisonnable ? Je pense qu'il est déraisonnable et qu'il est pris finalement dans un jeu de la surenchère. D'abord parce qu'il a peut-être un problème d'opinion publique intérieure. Parce que comment faire accepter aux Ukrainiens une perte éventuelle de territoire? Et n'oublions pas qu'il y a une histoire dans toute négociation, c'est quand même l'image qu'on veut donner et qu'on va laisser. Et il faut pas perdre la face. Les Européens ont été habitués très longtemps à toujours éviter justement qu'il y ait un vaincu et un vainqueur. Il fallait toujours concilier, d'où des paix bancales. Là, nous sommes dans une autre situation. Nous sommes dans la guerre à l'ancienne, où il y aura un vainqueur et un vaincu. Et l'objectif des Occidentaux, et bien sûr de Zelensky, c'est de dire je n'ai pas perdu. C'est un drôle de discours, mais il y a une réalité qui s'affiche sur le terrain. Et je pense que les comportements des uns ou des autres, au bout de 3 ans de guerre, et donc je ne jetterai pas totalement la pierre à Zelensky. Je dis simplement qu'un chef militaire et politique qui a été aux affaires pendant 3 ans et demi, sinon plus, a montré sa haute valeur. Mais je pense qu'il y a parfois une usure du personnage, simplement parce que on finit par être complètement dans son scénario et on a peut-être du mal à en sortir. Sur la ligne de front, on note une avancée des Russes sur le front de Soumy, où ils ont sécurisé une trentaine de kilomètres carrés ces derniers jours. On note également une avancée des Russes dans le centre-ville de Chassifiar, ainsi que sur le front de Donetsk, et plus précisément à l'est de la ville de Pokrovsk, où les Russes se sont emparés donc de plusieurs villages et ont percé plusieurs lignes de défense ukrainiennes dans ce secteur. Eh bien, ce que l'on sait, c'est que on va pas faire grand-chose d'autre qu'un échange de prisonniers. On va parler surtout des échanges de prisonniers et aussi c'est une prise de contact en quelque sorte préalable qui n'est pas inutile entre différentes délégations pour préparer quelque chose de plus sérieux. Mais autour de cette première réunion, on a surtout vu un jeu de poker et une tentative de 3 grands leaders pour essayer de ramener à eux la chose et de piéger l'autre, de le mettre en porte-à-faux. L'autre n'a pas, par exemple, Poutine lance l'idée, Zelensky récupère la balle au bond et utilise l'ultimatum européen avec des sanctions soi-disant destinées à détruire la Russie économiquement si la Russie ne fait pas un cessez-le-feu de 30 jours sans condition. Poutine dit dans ce cas-là je viens pas, c'est aussi simple que ça. Trump lui-même dit s'il vient pas, je viens pas. Poutine dit si Trump vient pas, je viens pas. Et Trump vole au secours de Poutine, même s'il n'en avait pas vraiment besoin, en disant le cessez-le-feu, on le veut bien, mais il n'est pas une condition sine qua non et rien se passera
si je le rencontre pas directement, sous-entendu, je vais quand même pas laisser aux Européens l'initiative de faire mieux dans la paix par la force que moi, avec leur ultimatum et leurs sanctions. On a bien vu leurs sanctions pour saisir les bateaux fantômes dès que le Sukhoi ou le SU, dès que l'avion de combat russe est apparu dans le ciel, ben les gentils Baltes ont laissé le bateau finalement russe gagner sa destination. Et on a vu en direct que vous allez voir ce que j'allais voir européen n'a aucun effet, absolument aucun effet. Donc Trump a beaucoup rigolé et il n'a pas jugé utile de se déplacer depuis le Moyen-Orient pour récupérer cette histoire qui lui échappait et qui ne l'intéresse pas et qui n'aboutira à rien d'autre que des petites choses style échange de prisonniers. Mais c'est la Russie et l'Ukraine et qui se rencontreront à Istanbul pour leur première négociation de paix directe depuis 3 ans. Ce vendredi, les deux parties ont confirmé leur présence. La délégation ukrainienne est dirigée par la ministre de la Défense du pays, tandis que la délégation russe a à sa tête un ex-ministre de la Culture, aujourd'hui conseiller du président Vladimir Poutine. Par ailleurs, le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, a rencontré des responsables turcs et ukrainiens avant les pourparlers. Ceux-ci interviennent après une intense journée de diplomatie en Turquie jeudi. Que si tu regardes la délégation, le patron de la délégation, c'est un type qui s'appelle Vladimir Medinsky, que j'ai vu. Et c'était déjà le président de la délégation lors de la première négociation, avant même Istanbul, en Biélorussie, si tu t'en souviens, dès le début. Donc, il connaît parfaitement son dossier. Par ailleurs, ils ont fait une intervention, lui, le reste de la délégation, en disant qu'ils avaient eu les réunions avec toutes les personnes responsables, y compris Poutine, qui avaient parfaitement cadré, qui leur avaient donné l'accréditation, qui avaient cadré la négociation, etc. Donc, ça a été fait, je dirais, d'une façon tout à fait sérieuse. Et par ailleurs, autre point que je n'ai pas vérifié, il semble que cette délégation est la même que celle qui avait eu lieu, qui a eu lieu en Turquie. C'est la même délégation. Et l'idée, c'est de repartir des négociations de Turquie. Alors, les journaux français, en particulier le Figaro, que je disais ce matin, dit les négociations n'ont pas abouti. C'est faux. Elles ont abouti et Poutine, si on se souvient, l'a confirmé à Tucker Carlson, à qui il a donné une copie du document, a été signé par les deux parties, seulement il n'a pas été paraphé par Zelensky, mais elles avaient abouti justement. Donc c'est effectivement un mauvais procès. C'est un mauvais procès. Alors pourquoi ce mauvais procès? Alors c'est ça qui est intéressant. Parce que Zelensky, en fait, a cherché à piéger Poutine. D'abord, c'est pas, comme on l'a dit, Poutine qui veut pas négocier. Poutine dit depuis le début qu'il veut négocier, qu'il est prêt à négocier. Pas qu'il veut, mais qu'il est prêt à négocier, que plus c'est tard, plus la partie d'en face perdra de territoire. Il l'a dit sans arrêt. Alors, c'est Zelensky qui dit qu'il veut pas négocier et qui a même fait en sorte de faire passer une loi interdisant de parler directement avec les Russes. Est-ce que c'est pas un premier jalon justement pour préparer une rencontre Trump-Poutine qui est demandée à la fois par Trump et aussi par le Kremlin qui dit que c'est une rencontre nécessaire? Absolument, c'est pour ça que tous ceux qui disent c'est lamentable, c'est nul, ça sert à rien parce que Poutine n'a pas joué le jeu, il n'est pas venu, Trump non plus. Bon, tout ça, ce sont des discours. La réalité, c'est que c'est énorme quand deux belligérants déjà se rencontrent dans une capitale, même s'il y a eu des premiers pourparlers sans les Russes et après des pourparlers avec les Russes, qui commencent là en ce moment. C'est déjà pas mal, parce que c'est un retour à la situation de mars-avril 2022, lorsque des contacts directs étaient là. On avait un plan qui a failli être adopté, que tout le monde connaît l'histoire, hein. Boris Johnson l'a fait capoter, ensuite l'OTAN et les Américains, et on a promis aux Ukrainiens de ne pas signer, en échange de les aider jusqu'au bout, jusqu'à la chute du régime de Poutine. Et en fait, on a menti aux Ukrainiens parce qu'on leur a donné toujours assez pour tuer pas mal de Russes, mais jamais assez pour gagner vraiment. Et ce n'est qu'un retour à la case départ, mais c'est mieux que rien, c'est mieux que la Troisième Guerre mondiale que l'on a frôlé avec Biden. C'est un petit retour à un petit peu de réalisme géopolitique. Après le rendez-vous manqué entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine à Istanbul, l'Allemagne et le Royaume-Uni réaffirment leur soutien à Kiev. Boris Pistorius a accueilli son homologue britannique John Healey à Berlin jeudi.
pour évoquer une nouvelle aide à l'Ukraine dans le cadre d'un accord de coopération militaire conclu l'année dernière. Le refus de Vladimir Poutine de se rendre à Istanbul pour rencontrer Volodymyr Zelensky a été au centre des discussions entre les deux ministres. Wladimir Putin hat es in der Hand, den Krieg zu beenden. Er könnte nach Istanbul reisen und verhandeln. Er könnte eine Feuerpause anordnen. Nichts davon passiert. Das heißt, man könnte den Eindruck gewinnen, dass Putin hier den amerikanischen Präsidenten versucht, am Nasenring durch die Manege zu führen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der amerikanische Präsident, dass ihm das nicht gefallen kann. Und das wird möglicherweise auch zu einer weiteren Änderung auf dem eingeschlagenen Weg in seinem Verhalten führen. John Healey dénonce l'attitude contradictoire de Vladimir Poutine dans les négociations de paix. This is a day which exposes Putin for what he is. He says he wants peace, but he rejected a full ceasefire. He says he wants to end fighting, but he continues to strike and kill Ukrainian civilians and cities. And he says he wants to talk, but he doesn't even turn up to the very conference that he called for in Istanbul today. This is Putin's war. He could end it tomorrow. Dans le même temps, le président du comité militaire de l'UE annonce que l'Union prévoit d'augmenter considérablement les livraisons de munitions à l'Ukraine. The goal is to deliver 2 million rounds of heavy caliber ammunition to your country during the current year. So it's about doubling the amount of the last year. L'UE exhorte les États membres à acheter et à produire davantage de munitions de gros calibre. Moscou a encore revendiqué 2 nouvelles localités dans la région de Donetsk jeudi. Oui, mais ce réalisme, est-ce qu'il est partagé par l'Union européenne et les leaders tels que ceux qu'on a vus aller à Kiev, Emmanuel Macron, Merz pour l'Allemagne, Starmer pour la Grande-Bretagne oui. et Tusk pour la Pologne. Est-ce que eux sont dans un certain réalisme ou est-ce que ce sont les dignes héritiers de Boris Johnson ? Je pense que ce sont les héritiers de Boris Johnson. Et ce n'est pratiquement que de la communication. C'est ce que j'appelle le syndrome du tailleur de Madame von der Leyen quand elle se fait faire des tailleurs à la couleur de l'Ukraine. C'est bien d'aider les Ukrainiens, c'est tout à fait humain et noble. C'est eux qui sont agressés, ils ont été envahis sur leur territoire, etc. Mais ce n'est que de la communication puisque c'est très simple la guerre, c'est très simple. Il faut suffisamment de munitions, il faut le moral. Et il faut assez de troupes. Or, les Ukrainiens n'ont plus de troupes. Les Russes fabriquent plus de munitions à eux tout seuls que tous les Occidentaux, Américains compris. Et donc, tout ce que l'on promet aux Ukrainiens, ce n'est que du blabla tant qu'on n'envoie pas 300 000 hommes. Or, on peut envoyer combien d'hommes ? Moi, j'ai fait une interview d'un grand spécialiste de ces questions, Olivier Krohn, pour le diplomate, et c'était impressionnant. Lui-même, très grand spécialiste, ancien des forces spéciales, il expliquait dans cette... Et il est plutôt un grand soutien de l'Ukraine. Attention, je précise, c'est pas le narratif de Moscou. Il disait, au grand maximum, on peut envoyer 40 000 hommes. Et en plus, c'est de la gesticulation, parce que Macron, Starmer et l'union des volontaires ou des Churchilliens, qu'est-ce qu'ils proposent ? Des troupes loin du front. Ah ben, ça fait très peur aux Russes. Hein. C'est sûr que pour faire peur aux Russes, pour les faire plier, on n'arrive même pas à raisonner un bateau chargé de pétrole dès qu'un avion russe se pointe, et on n'est pas capable d'envoyer plus de 40 000 hommes, 50 000, vraiment au grand maximum, mais loin du front, à l'ouest. Donc si vous voulez, ça, il y a une vidéo qui montre Poutine en train de rigoler, mais je pense que c'est à peine exagéré. À nouveau, Emmanuel Macron et d'autres dirigeants européens ont promis de nouvelles sanctions terribles contre la Russie. Est-ce que vous avez la Russie a-t-elle des possibilités de riposter et quelles seraient-elles en termes de sanctions économiques? Par exemple sur l'uranium enrichi, sur les terres rares? On a peur de ces sanctions, on dort pas. Vraiment, c'est le 17e paquet de sanctions. Il y en avait avant 16. Aujourd'hui, il y a 25 850 sanctions contre la Russie. Et l'économie russe est en hausse, et l'économie française et l'économie de l'Union européenne est en baisse. Voilà le résultat. Donc, 17e paquet, 20e paquet, 40e paquet, on s'en fiche. Et donc, toutes ces sanctions, ça amène
surtout à l'appauvrissement de la classe moyenne en Europe. Parce que le prix de gaz, le prix de l'électricité, le prix des gasolines, tout ça est en hausse. Et il y a la fermeture des usines en Allemagne, il y a l'industrie française qui déménage aux États-Unis, il y a des éléments, pour l'instant des éléments de crise que les dirigeants français cachent de leur population pour ils cachent le lien de cette crise économique avec les sanctions anti-russes. Parce que la Russie fournissait du gaz et du pétrole pas cher, tandis qu'aujourd'hui les Européens achètent le gaz et le pétrole américain qui est 3 fois plus cher. Alors, le résistant du jour, c'est notre ministre des Affaires étrangères. Comment il s'appelle déjà? Barrot, Jean-Noël Barrot. Barrot. Alors, lui a décrété qu'il a... Alors, je pense qu'il a été possédé, son corps et son esprit a été possédé par le fantôme de Bruno Le Maire, puisque alors là, dans une tirade d'une extrême violence pour un ministre des Affaires étrangères, il a dit vouloir prendre à la gorge la Russie. Enfin, il y a des termes qui sont extrêmement violents. Nicolas, on va en parler. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait la paix? Non, c'est certainement pas comme ça qu'on fait la diplomatie. Je ne comprends pas cette espèce de stratégie de TikToker, de personnes qui pensent à parler de relations internationales avec des mots comme ça. On dirait vraiment un acteur de seconde catégorie. Je ne sais pas ce qu'il essaie de prouver. Et surtout, quand on tient ce genre de discours extrêmement violent, il vaut mieux avoir les moyens. Je rappelle qu'il tient d'un discours qui est, je pense, indigne d'un ministre des Affaires étrangères. On ne parle pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait la diplomatie. On est mesuré dans ses propos. Quand les personnes sont en catimini, après, peut-être que le ton va monter un peu, mais on n'a pas ce genre de discours. Moi, ça me fait peur d'avoir un ministre des Affaires étrangères qui dit qu'il va prendre la première puissance nucléaire mondiale militaire à la gorge, il va asphyxier son économie. Enfin, ce sont pas des termes qu'un diplomate doit employer. C'est inquiétant. Je pense qu'il y a une erreur de casting monumentale dans les ministres des Affaires étrangères de ces dernières années en France. La Russie, accusée d'une nouvelle provocation aérienne. Selon l'Estonie, Moscou a déployé il y a quelques jours un avion militaire au sein du territoire de l'OTAN afin de protéger l'un de ses pétroliers naviguant illégalement en mer Baltique. Pour le ministre estonien des Affaires étrangères, il s'agit d'une situation alarmante. Our forces went to guide the Shadow Fleet vessel to our territorial waters to inspect because there was no insurance, there was no flag, a typical Russian Shadow Fleet vessel. But what is different, and it is important, that Russian Federation sent a fighter jet to check the situation. Pour l'Estonie, cette situation met en évidence plusieurs infractions de la part de la Russie, la violation du territoire de l'OTAN et l'exploitation d'une flotte fantôme composée d'une dizaine de navires visant à contourner les sanctions imposées par l'Union européenne. Un incident qui intervient alors que l'Europe prévoit de renforcer ses sanctions commerciales contre la Russie. Mais il y a quand même, on a entendu Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères français, vouloir prendre la Russie à la gorge, ce qui rappelle un peu l'époque où Bruno Le Maire voulait mettre l'économie russe à genoux. De nouvelles sanctions européennes, ça veut dire quoi? On a l'impression que des sanctions, il y en a tous les 3-4 mois, tous les trimestres quasiment, oui. Et ça ne change pas la donne du tout. Donc que peut faire l'Union européenne aujourd'hui pour faire plier la Russie et l'amener à la table des négociations? Alors, c'est très simple. Si l'Europe voulait vraiment faire plier la Russie, il faudrait qu'elle ne soit pas toute seule. Je fais un article justement en ce moment universitaire sur les sanctions. Il faudrait que l'Amérique soit totalement solidaire. Et il faudrait, donc ce seraient des sanctions euro-américaines. Pour l'instant, c'est surtout des nouvelles sanctions européennes. Et il faudrait qu'une grande partie des pays des BRICS, comme la Turquie, commencent à plier parce que, par exemple, les sanctions secondaires ont dissuadé un certain nombre de sociétés et de banques turques qui aidaient les Russes au début à cesser de le faire. Ça a marché sur certaines entreprises chinoises privées qui étaient exposées au dollar ou aux systèmes internationaux, mais ça ne marche absolument pas sur une banque chinoise ou indienne qui n'est pas exposée au dollar. Vous savez que les sanctions extraterritoriales, elles sont liées à des systèmes de paiement et au syndrome de l'US person pour que ça soit efficace d'un point de vue de l'opérabilité. Mais dès lors que vous n'êtes pas exposé
que vos assets et vos licences ne soient pas supprimables parce que vous n'êtes pas liés à l'économie occidentale, les sanctions n'ont aucun effet. Et je répète, à raisonner un bateau de pétrole, il faut pouvoir avoir une armée qui oblige le bateau à faire demi-tour si l'armée russe se pointe. Et donc ça veut dire qu'en gros, pour appliquer des sanctions totales sur le pétrole et le gaz, il faudrait accepter une augmentation, une multiplication drastique du prix des hydrocarbures qui monterait automatiquement, et il faudrait employer des moyens militaires qu'on n'est pas prêt d'employer pour obliger un bateau russe à être arraisonné. Il faut résister au fait que lui-même envoie des frégates ou des avions. Avec le risque de déclencher un conflit ouvert avec la Russie, hein, c'est bien ça. Et surtout, on oublie de dire, nos auditeurs doivent le savoir, que le gaz russe n'a jamais été interdit. Il n'a jamais été dans les sanctions. C'est le transbordement qui a été interdit, c'est-à-dire j'achète du gaz, je le revends, mais on en a besoin. On n'est pas capable de se passer du gaz russe. On a presque plus de gaz russe par oléoduc, par gazoduc depuis que ça a été coupé par les Allemands et ensuite par Zelensky et ensuite et aussi par les Russes. Ça a été coupé de manière unilatérale à chaque fois dans une logique de représailles. Mais l'importation de gaz en lui-même n'a jamais été interdite. La preuve, le gaz russe GNL par bateau a été multiplié par je ne sais plus combien, mais surtout il est devenu le premier. Les Russes ont doublé les Norvégiens et le gaz de schiste américain. En 2024, le gaz russe par bateau est redevenu le premier gaz importé en Europe. Et donc pour se priver de ça, ce serait une catastrophe économique pour l'industrie européenne, encore pire que maintenant. N'oublions pas qu'il y a quasiment 30 000, j'ai plus le compte exact, de sanctions appliquées contre la Russie. Des sanctions qui sont appliquées que par 17% de la population mondiale, et que la Russie aujourd'hui a un taux d'endettement de 20%, là où la France est à 113%, que la Russie aujourd'hui est le premier PIB européen en parité de pouvoir d'achat devant l'Allemagne. Donc, et que quand on avait demandé à l'envoyé spécial de Poutine, quand le journaliste de CNN avait demandé s'il avait demandé aux États-Unis de retirer les sanctions, il a dit non. On veut pas que vous retiriez les sanctions parce qu'en Russie, on est beaucoup de personnes pensent que ça a aidé à développer l'économie. Donc voilà, donc il gonfle ses muscles, il tient des paroles extrêmement violentes, il est très très dur, il annonce une sanction, un nouveau paquet de sanctions qui ne fonctionne pas. Que vont avoir les Européens en retour de leur aide à l'Ukraine? Alors c'est très simple. Moi, ça m'avait frappé en novembre, juste après que Trump soit élu, j'avais rencontré un intellectuel analyste de la CIA qui passait de Biden à Trump. Il était déjà en pourparlers pour passer dans l'autre administration. Et il me disait, c'est très simple, on laissera totalement tomber les Ukrainiens s'ils ne donnent pas les noms de tous ceux qui ont détourné l'argent et les noms des sociétés offshore à Chypre ou ailleurs, et s'ils ne nous donnent pas la pole position pour nos entreprises, pour la reconstruction de l'Ukraine. Et je lui dis, mais qui va payer? Il me dit, puisque vous, les Européens, vous vous êtes mis dans la merde avec cette histoire, bien, ce sera une grande partie des entreprises devront être américaines, mais ce sera les Européens qui payeront le gros de l'effort de reconstruction. Voilà, on est dans l'Europe est toujours le dindon de la farce, c'est l'Europe qui va payer pour finalement appliquer le plan Trump. La première chose, c'est que si jamais l'Europe de l'Ouest voulait vraiment partir en guerre, elle s'y prendra extrêmement mal. Elle n'est pas crédible du tout. Elle s'est rendue à Kiev, il y a eu des responsables de quelques États européens. L'Espagne n'était pas présente, l'Italie n'était pas présente, de nombreux grands pays européens qui membres de l'OTAN n'étaient pas présents à Kiev. Et donc le Royaume-Uni était là, il ne fait pas partie de l'Union européenne. La séquence du train, et je parle même pas de l'incident, je parle juste de voir les hommes dans le train en train de rigoler comme s'ils allaient comme si c'était en permission de l'armée ou que si c'était des étudiants qui finissaient leurs études. Ça ne colle pas à l'image de la guerre. La communication est mauvaise. En effet, aller rendre hommage devant des drapeaux de Bandera ou dessous des symboles nazis, c'est quand même très très maladroit. Et la communication, quelques jours après, Macron dit que la France a donné tout ce qu'elle pouvait déjà à l'Ukraine. 2000 km de portée, le prochain missile européen sera germano-britannique. Berlin et Londres ont annoncé leur intention de construire ensemble le remplaçant du Storm Shadow franco-britannique. Aucun calendrier précis n'a été fixé mais le projet est lancé.
l'Allemagne et le Royaume-Uni veulent développer ensemble un système d'armes de frappe de longue portée de plus de 2000 km, première concrétisation de leur récent accord de défense pour faire face à la menace russe. Réunis jeudi à Berlin, les ministres de la Défense des deux pays ont convenu de commencer ensemble à travailler sur le développement d'une nouvelle capacité européenne de frappe de précision en profondeur, avec une portée de plus de 2000 km, a indiqué le ministre britannique John Healey. Cette portée est largement supérieure à celle des missiles de croisière franco-britannique Storm Shadow, 400 à 500 km de portée. Ce projet, sans calendrier précis, est la première concrétisation de l'accord dit de Trinity House, premier de ce type entre les deux pays, signé en octobre 2024. Mais il se place dans le cadre de l'approche européenne sur les frappes de longue portée, en anglais ELSA, pour European Long Range Strike Approach, a rappelé le ministre allemand Boris Pistorius. Initiative lancée par la France, l'Allemagne, l'Italie et la Pologne, ELSA vise au développement et à la production des armes de frappe à longue portée dans un contexte de tension croissante avec la Russie. Cela a l'avantage de permettre à d'autres partenaires de se joindre à notre initiative et de tirer parti des synergies, a souligné Boris Pistorius. Des avions allemands bientôt en Écosse. L'accord de Trinity House prévoit aussi que les deux armées s'entraîneront plus souvent ensemble afin de renforcer le flanc oriental de l'OTAN. Le texte stipule que des avions allemands P-8, avions de patrouille maritime servant notamment à la lutte anti-sous-marine, viendront opérer à partir d'une base écossaise afin de contribuer à la protection de l'Atlantique Nord. Pour ce faire, l'Allemagne va acheter des torpilles Stingray britanniques, a indiqué Boris Pistorius. Par 2 fois déjà, des équipages allemands ont utilisé des P-8 à britanniques pour soutenir la sentinelle baltique de l'OTAN, souligne un communiqué commun. Et un P-8 à britannique utilisera bientôt une base aérienne navale allemande lors d'une escale, précise le texte. Londres et Berlin sont les 2 principaux pays européens pourvoyeurs d'aide militaire à Kiev depuis le début de la guerre en février 2022. Le Royaume-Uni fournit notamment à l'Ukraine des missiles à longue portée, ce que s'est refusé à faire l'Allemagne sous le mandat du précédent chancelier Olaf Scholz. Le nouveau chancelier Friedrich Merz s'est dit ouvert à cette possibilité, sous condition. Édouard a parlé très justement d'intérêts vitaux de la nation. Donc c'est vraiment ce droit d'engager la vie ou la mort du pays, parce qu'il faut rappeler que nous avons un arsenal limité. Il est encore plus limité que pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, nous avions 6 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, nous avions des missiles tactiques Pluton, et puis on a essayé de construire les missiles Hades qui n'ont jamais vu le jour. Nous avions une flotte de Mirage 4 qui était plus importante. Nous avions des missiles en silo sur le plateau d'Albion. Alors, on a conservé encore une capacité de frappe avec la modernisation qui est réelle, mais il faut aussi rappeler qu'on a supprimé depuis 1995 les essais, et quoi qu'on en dise, et bien sûr les gens de la direction des applications militaires du CEA ne l'avoueront jamais, quelles que soient les qualités de la simulation, ça ne nous garantit pas les mêmes résultats qu'un test en grandeur nature. Donc je pense que notre système est encore à peu près dimensionné pour la France, mais avec une interrogation. Quid de tout ce que nous faisons en simulation. Donc déjà, quand bien même nous voudrions étendre la dissuasion, nous n'avons pas, je dirais, un arsenal suffisant pour en faire profiter d'autres pays, parce que cet arsenal a d'abord été uniquement dimensionné pour les intérêts vitaux français, et qu'en plus il est réduit par rapport à la fin de la guerre froide. Deuxième élément, effectivement, c'est quelque chose qui doit rester purement national, mais ça montre une nouvelle fois que Emmanuel Macron ne connaît pas l'histoire, parce que l'arme nucléaire a été décidée par la 4e République, puis reprise par De Gaulle, et je dirais surtout théorisée par un certain nombre de généraux, dont Poirier, qui ont fait un travail absolument extraordinaire, il faut le dire. La logique et le concept de dissuasion français, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Il faut aussi rappeler que nous avons dimensionné nos forces armées en fonction de la dissuasion. C'est-à-dire que normalement, la dissuasion nous exonère de combats terrestres et aéroterrestres de grande ampleur. Nous avons, même si aujourd'hui nous n'avons pas assez d'effectifs, nous avons depuis le début de la 5e République dimensionné nos forces terrestres parce que nous avons la dissuasion nucléaire. Donc là aussi, le fait de l'accorder à un autre pays remet tout le système en cause. Et puis, dernier point qui pour moi est important, quelles sont les contreparties ? Les Américains, pendant toute la guerre froide, ont
appliqué la dissuasion, ont étendu leur dissuasion dans le cadre de l'OTAN, mais les contreparties en matière d'influence politique, d'influence économique, d'achat de matériel américain et, je dirais, d'adhésion quasi automatique, si ce n'est aveugle, des pays de l'OTAN à la politique étrangère américaine, représentaient les contreparties de cette assistance. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons... Enfin, d'abord, je pense que c'est une absurdité, mais quand bien même Macron irait un peu plus loin, qu'est-ce que nous allons avoir comme contrepartie avec la Pologne, en sachant que nous sommes aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé à Kiev et à Londres ces derniers jours, associés à 3 pays qui sont fondamentalement anti-russes, c'est le cas de la Grande-Bretagne, c'est le cas de la Pologne et c'est le cas de l'Ukraine, une Allemagne dont on ne sait pas où elle va. Donc, voilà, c'est quelque chose de très inquiétant. On se demande ce que nous faisons, nous, Français, dans cet attelage, qui n'est pas un attelage européen, qui n'est pas l'Union européenne, puisqu'on ne nous parle pas des Italiens, on ne nous parle pas des Espagnols et de nombreux autres. Donc, voilà, il y a quelque chose de très étonnant. Encore une fois, la dissuasion, c'est la véritable maîtrise de notre destin. Nous n'avons pas de quoi faire une guerre nucléaire, nous avons de quoi envoyer un ultime avertissement et raser quelques villes étrangères, mais en sachant qu'en retour, probablement, la France sera atomisée. Donc, confier, nous laisser entraîner dans une guerre par des Polonais qui sont des gens charmants, il n'y a rien à dire là-dessus, mais dont on voit l'irresponsabilité et il y a peut-être de bonnes raisons, mais de l'obsession anti-russe, c'est prendre un risque démesuré. C'est absolument inconséquent. Bon, je vais quand même faire un peu de débat puisque je ne partage pas complètement votre point de vue. C'est-à-dire que moi, ce que je peux partager avec vous dans ce que vous dites, c'est que c'est pas partager par un puits nucléaire n'est pas une décision qu'on prend. La psychologie de Trump. La psychologie de Trump, c'est que c'est un type qui croit en ses instincts, tout simplement. C'est un type qui a une très grande confiance en lui et il croit en ses instincts. Croire en ses instincts, ça veut dire que on n'a pas nécessairement besoin de conscientiser ce que l'on ressent. On ressent quelque chose, on sent qu'on a raison d'aller dans cette direction et on y va. Et c'est ce que fait Trump finalement. C'est pour ça qu'il reste toujours un peu illisible. Et c'est pour ça que, dans le tarot de Marseille, Trump ce serait le fou. C'est celui on ne sait jamais très bien ce qu'il va faire. Et pourtant lui il le sait et il va quelque part. Et il va quelque part et en général, ça marche. Et a posteriori, on peut commencer à expliquer rationnellement son action. Donc moi, je pense absolument pas qu'il est fou. Je pense que c'est tout simplement quelqu'un qui a confiance envers ses instincts et qui les suit. Donc aujourd'hui, tu as rappelé qu'il y avait différentes équipes qui s'occupent des affaires étrangères, notamment sur le dossier russo-ukrainien. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est parce que Trump est obligé d'encore dealer avec la fameuse aile néoconservatrice, c'est-à-dire les néoconservateurs, le mainstream, des gens qui voudraient faire en sorte que Trump ne puisse pas établir la politique, sa politique. C'est-à-dire que vous avez quand même des forces aux États-Unis qui voudraient freiner les élans trumpistes et qui, aujourd'hui, ont quand même relativement pignon sur rue dans l'administration Trump. Trump y est obligé. Je rappelle quand même que, par exemple, un lobby, on va pas être monomaniaque, mais c'est vrai qu'un lobby comme AIPAC, aujourd'hui, est surreprésenté au Congrès. Donc, vous avez la plupart des sénateurs aux États-Unis aujourd'hui qui touchent un petit chèque de AIPAC et qui a toujours quelqu'un à côté d'eux de AIPAC pour surveiller un petit peu ce qu'ils font. Et donc, Trump, il est bien obligé de dealer avec ça dans sa politique moyen-orientale. Donc, il n'a pas vraiment le choix. Effectivement, bon, comme on a dit au début de l'émission, il y a un affaiblissement aujourd'hui de cette aile néoconservatrice et donc Trump est à l'offensive et il est également à l'offensive parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est son dernier mandat et il est en roue libre, il sent qu'il peut y aller, quoi. Israël s'est engagé à intensifier ses attaques sur Gaza alors qu'aucun progrès n'a été réalisé dans les pourparlers sur le cessez-le-feu à Doha. Au moins 120 personnes ont été tuées jeudi dans les frappes israéliennes sur Gaza et la plupart des victimes ont été tuées lorsque les frappes ont touché des maisons et des tentes à Khan Younes. Ces attaques surviennent alors que les médiateurs s'efforcent de parvenir à un accord de cessez-le-feu. Mais le Hamas affirme que le rétablissement de l'accès humanitaire est la condition minimale pour les pourparlers. Ces jours-ci, alors que nous parlons, sont vraiment, je ne peux pas exagérer à quel point ils sont dramatiques, parce que Trump est actuellement dans le Golfe, et j'attends vraiment. Jusqu'à présent, il a ignoré Gaza. Il est là-bas depuis 1 jour et demi.
Il y a eu des événements dramatiques, notamment la reconnaissance du président de la Syrie et la levée des sanctions. De très bonnes nouvelles, vraiment de l'espoir. Mais je ne le vois pas s'impliquer avec Gaza pour l'instant. Il mentionne à peine Gaza, peut-être demain à Doha, peut-être après-demain, mais le seul qui puisse arrêter Israël en ce moment, c'est Donald Trump. Et j'ai le sentiment qu'il ne le fera pas. Mais je n'en suis pas sûr. J'ai encore un peu d'espoir. Le gouvernement israélien, à mes yeux, est au bout du rouleau dans sa folie. C'est-à-dire que on a bien compris depuis très longtemps, effectivement, que la volonté seulement de détruire le Hamas ou les autres mouvements palestiniens, bon, ça c'était le prétexte. On a fini par très rapidement comprendre que c'était un prétexte. Et on voit là que, en fait, c'est une nouvelle forme de fuite en avant. Je pense, malgré la violence qui va se déchaîner encore un peu plus, que c'est la dernière, en fait. C'est-à-dire qu'on est sur un régime politique qui est acculé et qu'en fait, c'est sa dernière chance pour encore faire durer, non pas le plaisir, mais le malheur, en espérant que ça va lui permettre de continuer à exister. Là, on a Smotrich qui vient de déclarer tout ce qu'on va prendre demain dans cette offensive, on va le conserver. C'est-à-dire, il n'y aura pas de négociation possible avec quelque interlocuteur que ce soit en termes de droit international ou autre. On restera partout où on va poser le pied finalement avec des soldats israéliens. Donc c'est de la pure folie parce que à part Israël et peut-être, et je dis bien peut-être, les États-Unis, personne ne va accepter ce genre de choses. Et puis surtout se pose un autre problème qui marque cette fuite en avant, c'est que l'armée israélienne est au bout du rouleau. On est face à un problème qu'on n'a pas connu même à l'époque de la guerre au Liban en 82, quand les premiers grands mouvements de refusniks ont vu le jour. C'est-à-dire que là, on a 100 000 réservistes sur les 300 000 qui ont été mobilisés en octobre 2023, qui commencent à dire « mais moi, je veux plus retourner à la guerre ». Alors, c'est pas... Là, il y a quelques cas qui se font entendre, qui le font pour des questions de morale, pour des questions humaines, et merci mon Dieu qu'ils existent. La majorité d'entre eux, c'est pour des considérations tout à fait élémentaires et directes, c'est-à-dire ils ont perdu leur emploi. On a vu des sondages qui ont été faits en Israël par des associations qui luttent contre la guerre. Auprès des réservistes, les gars mettent en avant comme première raison le fait qu'ils vont perdre ou qu'ils ont perdu leur boulot. Donc parce qu'on leur demande des périodes qui sont de plus en plus longues, de plus en plus étendues. En plus, pour certains, on leur fait faire un circuit géographique. Alors certes, il n'est pas très éloigné du centre d'Israël, mais ils ont combattu à Gaza, ils ont combattu au sud Liban contre le Hezbollah. Pour certains, on leur a dit bah maintenant vous allez en Syrie, puisque faut pas oublier que maintenant les troupes israéliennes ont descendu le plateau du Golan et sont à 20 km des faubourgs de Damas, avec encore l'éventualité d'un casus belli en disant oui, on va peut-être protéger les Druzes d'un génocide, alors on pourrait peut-être d'un coup attaquer Ayat Tahrir al-Sham, alors que encore récemment, on a vu Netanyahou nous expliquer par le menu comment les frappes israéliennes et la chasse israélienne avaient aidé à la chute de Bachar el-Assad. Donc on voit bien le proxy, quand on n'en a plus besoin en tant qu'allié, on peut le retourner en tant qu'ennemi pour en faire la justification d'un prolongement de la guerre. Et c'est d'ailleurs un peu comme ça qu'a fonctionné le financement du Hamas par les services israéliens pendant un temps. Donc on est sur un moment où le gouvernement israélien, pour moi, est acculé, où donc il y a des faiblesses dans l'armée. On a vu qu'en plus des 100 000 réservistes qui veulent plus aller à la guerre, on en a 1 millier d'entre eux qui a carrément, alors là, pris la plume en disant c'est fini, parce qu'on a compris qu'on ne faisait pas la guerre pour défendre Israël, on fait la guerre pour défendre le gouvernement Netanyahou. Donc c'est plus du tout, un soldat, normalement, il défend son pays, il défend les intérêts de son pays. Les intérêts du gouvernement, ça commence à devenir beaucoup plus compliqué. Et parmi ces gens-là, ce qui est très surprenant, encore une fois, c'est que c'est pas, je m'excuse d'avance de l'expression, le bifin de base qui a fait ça. On a des pilotes de la chasse israélienne, donc les gars qui sont aux premières loges depuis le 8 octobre, 9 octobre pour bombarder Gaza notamment, ont copieusement bombardé les positions du Hezbollah au sud Liban. Et on a des types de l'unité 8200 qui sont les acteurs de toute l'affaire des beepers contre le Hezbollah. Et vraisemblablement, eux sont signataires parce que cette opération a été déclenchée
en dépit du bon sens, pour servir les intérêts de Netanyahou et non pas les intérêts des services de renseignement israéliens. Donc tout ça est de plus en plus problématique. Et puis, parce que ça aussi c'est une nouveauté depuis le 7 octobre, c'est que maintenant on a des manifestations qui étaient déjà là en octobre 2023 contre la guerre, mais maintenant on a des manifestations contre la guerre et contre l'arrêt des massacres. C'est-à-dire qu'on a des Israéliens qui ont enfin pris conscience de ce qui se passait à Gaza, qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse toute raison, et qui disent non mais là on veut plus être associé à ce genre de choses. Quelle est la situation sur le terrain à Gaza actuellement? Puisque vous suivez cela de près, dans quelle mesure la population souffre-t-elle aujourd'hui de malnutrition? Sommes-nous en train d'assister à une escalade ou à une intensification de la crise humanitaire? Je suis sûr, Glenn, que tu connais toi-même la réponse. Je veux dire, il y a les statistiques qui sont horribles, les statistiques de l'ONU. Chaque jour, on reçoit de nouveaux chiffres, mais il ne s'agit pas seulement des chiffres. C'est très clair que la famine, une personne sur 5 à Gaza est en train de mourir de faim. Plus de 90% des habitants de Gaza, voire 100%, ne reçoivent pas assez de nourriture. Mais je pense toujours aux individus. J'ai un ami à Gaza avec qui j'ai travaillé pendant de très nombreuses années. Il a 63 ans, il a eu un AVC, il est diabétique, il a besoin d'insuline. Et il y a une semaine, il m'a dit qu'il ne lui restait plus que les 2 dernières gouttes d'insuline. Je ne l'ai pas appelé depuis, mais nous savons ce qui arrive aux personnes dans sa situation lorsqu'elles n'ont pas d'insuline. Il n'est pas une exception. Il est Gaza. Voilà ce qu'est Gaza aujourd'hui. Je ne pense pas que l'un ou l'autre d'entre nous puisse imaginer ce que cela signifie de vivre là-bas, quand les bons jours on obtient un morceau de pain ou une portion de riz, quand vos enfants pleurent parce qu'ils meurent de faim, quand il n'y a pas de médicaments, et surtout quand Israël continue ses bombardements. Je ne comprends pas quel est le but maintenant de les bombarder. Quel est le but? Quelle est la finalité? Et il n'y a pas de réponse. On a la chaîne israélienne Channel 12, après la rupture des négociations de cessez-le-feu le 18 mars dernier, qui estimait que le Hamas avait déjà récupéré jusqu'à 40 000 combattants ou militants potentiels dans la population gazaoui. Alors je ne sais pas si ce chiffre a été gonflé artificiellement par les services israéliens pour justifier quelque chose, faut les prendre avec prudence. Mais il est évident qu'à force d'avoir mené la guerre telle qu'elle a été menée, automatiquement vous allez recruter du monde, même si vous avez perdu des combattants qui étaient là depuis avant le 7 octobre, qui ont participé à l'élaboration du 7 octobre. Alors c'est des gens peut-être moins expérimentés, mais il y a une chose sur laquelle on ne pourra pas revenir, c'est leur détermination à défendre Gaza. Parce qu'après ce qu'ils ont vu, ils sont encore plus déterminés à défendre Gaza que ne l'étaient peut-être les combattants qui ont engagé l'opération du 7 octobre. Donc c'est véritablement un moment crucial qui va se dérouler là dans les jours qui viennent. Quel est, cependant, l'impact de cette guerre sur la société israélienne? Est-ce que cela devient normalisé, ou bien une opposition à ces politiques est-elle en train de grandir, ou s'agit-il principalement d'une opposition à Netanyahou? Après la tragédie de Gaza, c'est la chose la plus déprimante, parce qu'il n'y a pas de véritable opposition. Il y a une opposition à Netanyahou, très vocale, très dévouée et assez efficace. Il y a une grande protestation pour la libération des otages. Mais bien souvent, lorsque j'écoute l'alternative israélienne, ce qu'on appelle la gauche ou les libéraux, j'en viens à la conclusion qu'à Gaza, il n'y a que quelques dizaines de personnes qui comptent, à savoir les otages. Ce sont les seuls qui sont considérés comme vivants à Gaza. Ce sont les seules victimes de Gaza. Personne ne parle des millions de victimes à Gaza. Et ce n'est pas que je minimise la tragédie des otages, c'est tout. Il n'y a pas un seul homme politique sérieux qui parle du sort de Gaza, des victimes de Gaza, des crimes que nous commettons quotidiennement. Personne sur toute la scène politique, ils combattent tous Netanyahou
Ils se battent tous pour libérer les otages et condamnent de la souffrance à Gaza. Cela après la souffrance à Gaza, il y a le phénomène le plus déprimant. Il y a une grande incertitude. La conclusion prudente que je veux faire, c'est qu'il y a une grande incertitude sur les moyens militaires dont disposent réellement les Palestiniens aujourd'hui, parce que ça reste, on n'a pas d'évaluation propre avant, et donc savoir ce qu'ils ont vraiment utilisé depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, et ce qui aurait pu leur parvenir depuis, c'est très très difficile de le savoir. Eh bien, il y a aussi beaucoup d'attention, comme vous l'avez suggéré, sur Netanyahou, avec des rapports faisant état de divisions internes au sein de la société israélienne. Et également à la télévision israélienne, on voit d'anciens membres de l'armée et du Mossad qui traitent plus ou moins Netanyahou de traître à la télévision. On commence presque à avoir l'impression que le langage utilisé s'apparente presque à celui d'une guerre civile. C'est peut-être exagéré. Mais est-ce que la situation évolue dans une direction très dangereuse en ce qui concerne la façon dont les différentes forces politiques se retournent les unes contre les autres? Je ne pense pas. Parce que le centre et la gauche israéliens sont assez passifs. Ils parlent, ils manifestent, mais ils n'iront jamais jusqu'à une guerre civile. Ce n'est pas dans leur ADN. Je n'arrive même pas à imaginer un individu qui irait commettre des actes horribles. Je veux dire, tous les assassinats politiques dans l'histoire d'Israël ont été commis par des gens de droite. Toute la violence a toujours été le fait de la droite. La gauche en Israël, pour le meilleur ou peut-être aussi pour le pire, n'est jamais vraiment violente, plutôt réticente, peut-être gâtée, peut-être menaçante. À vous de décider comment la définir. Mais je ne vois pas de réel danger de guerre civile. Et surtout, rappelons-nous que les différences entre Netanyahou et ce gouvernement, et l'alternative, l'opposition, sont plus faibles qu'il n'y paraît de l'extérieur. Ils sont tous d'accord pour poursuivre la guerre à moins que les otages ne soient libérés. Mais une fois les otages libérés, l'opposition n'a aucune objection à la poursuite de cette guerre. Ils veulent simplement voir les otages revenir. Mais ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez, de leur point de vue. Il n'y a pas de véritable alternative concernant l'occupation ou l'apartheid. Il n'y a pas un seul homme politique juif sioniste en Israël qui appelle à mettre fin à l'occupation, à l'apartheid ou au crime. Puis alors, ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est la situation en termes de négociation que Netanyahou a fait capoter. C'est-à-dire que on a compris que Donald Trump avait pris langue directement avec des représentants du Hamas pour que les États-Unis discutent directement, parce que Donald Trump n'est pas un idiot. Il a compris que Netanyahou allait tout faire pour faire capoter le premier cessez-le-feu qui lui a arraché en lui tordant le bras. Donc, il a décidé d'envoyer la diplomatie, entre guillemets, secrète, discuter directement avec le Hamas. Qu'a fait Netanyahou? Il a vraisemblablement donc tout fait capoter. Il y a donc ça reste des suppositions, mais qui sont très graves, en faisant frapper la position où se trouvait un des otages israélo-américains. Pour dire aux Américains, vous pourrez même pas, parce que bien sûr, les Américains, dans les négociations sur un éventuel cessez-le-feu, ils avaient dit au Hamas, vous détenez l'un des nôtres, un binational, on pourrait trouver un moyen, et je pense que là, les Israéliens, sur ordre de Netanyahou, ont court-circuité ça, et que cet otage a été éliminé, ou en tout cas que sa position a été bizarrement bombardée au point qu'il en est mort. Voilà, donc c'est ça dont est capable Netanyahou pour faire capoter les négociations. Et ça, le Hamas le sait par cœur. Donc pour eux, aujourd'hui, on affame, ce qui est un crime contre l'humanité, hein, on affame la population, on a fermé l'électricité le 19 mars, donc il n'y a plus rien qui peut fonctionner correctement. Là, les ONG nous disent qu'en termes de repas, on est à maximum un repas par jour pour la population civile, hein. Donc on parle de 2 millions d'habitants, on ne parle pas de quelques dizaines de personnes ou quelques centaines de personnes.
Donc on comprend que pour le Hamas, il n'y a pas, et les autres mouvements palestiniens, il faut les souligner aussi, il n'y a pas de négociation possible avec Israël. Il y a peut-être encore une porte de sortie avec l'administration américaine, mais c'est sûr que là, Netanyahou, un peu donc de manière suicidaire, a fait tout pour couper tous les ponts pour que la diplomatie soit mise aux orties et qu'en fait ce soit encore la montée aux extrêmes qui le maintient au pouvoir. Hein. Lui, c'est comme une espèce de vampire qui a besoin de sang pour survivre. Et ben lui, il a besoin du sang de cette guerre pour survivre politiquement en Israël. Ce que les Israéliens se disent, c'est que le monde est antisémite, qu'ils sont tous contre nous quoi que nous fassions, qu'ils nous détestent tous quoi que nous fassions. Et de cette manière, c'est la meilleure protection, car ainsi on est responsable de rien. C'est la faute du monde antisémite. Par conséquent, les gens s'en préoccupent moins. Sur le plan personnel, il y a tout de même une certaine inquiétude. La plupart des compagnies aériennes ne desservent pas Israël en ce moment, et il y a toutes sortes d'excuses, la sécurité, etc. J'imagine que pour ceux qui voyagent à l'étranger, il y a quelques incidents désagréables en Europe. Les gens essayent de cacher leur identité israélienne lorsqu'ils voyagent à l'étranger. On a le sentiment qu'il faut la cacher, mais il n'y a pas de véritable honte par rapport à ce que nous faisons. Et il n'y a pas le sentiment que c'est de notre faute, mais bien celle du monde. La plupart des Israéliens sont totalement convaincus que le monde est antisémite. On n'y peut rien et il faut faire avec, comme on fait avec le mauvais temps. Israël a convoqué l'ambassadrice espagnole mercredi après que le Premier ministre espagnol ait qualifié Israël d'État génocidaire. Ana Salomon a été convoquée à une réunion au ministère des Affaires étrangères suite aux commentaires de Pedro Sánchez qui a déclaré que l'Espagne ne fait pas d'affaires avec un tel État. Après les commentaires graves du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, l'ambassadrice espagnole en Israël a été convoquée à une réunion de réprimande au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem demain, indiquait la déclaration du ministère des Affaires étrangères israélien. Lors d'une séance de questions-réponses au Parlement de Madrid, Sánchez a répondu aux critiques de Gabriel Rufián, un député catalan qui accusait le socialiste de maintenir des relations commerciales avec Israël malgré la guerre à Gaza. Je veux dire une chose claire ici, Rufián. Nous ne faisons pas d'affaires avec un État génocidaire, a souligné Sánchez. Il est rapporté que c'était la première fois que Sánchez utilisait publiquement le terme « État génocidaire », une expression souvent utilisée par son partenaire de coalition d'extrême gauche, le parti Sumar. La dirigeante de Sumar et deuxième vice-première ministre, Yolanda Díaz, a continuellement accusé Israël de génocide et a demandé le gel des relations commerciales entre l'Espagne et Israël. L'armée israélienne a poursuivi son offensive brutale dans la bande de Gaza, tuant plus de 52 900 Palestiniens depuis octobre 2023, la majorité étant des femmes et des enfants. La Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt en novembre de l'année dernière contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. Israël fait également face à un procès pour génocide devant la Cour internationale de justice pour la guerre dans l'enclave. Parce que vous faites partie des rares qui ont accepté de se sacrifier à regarder la fameuse audition dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire, le scandale de l'affaire Betaram, les violences physiques et sexuelles. Ça, c'est un point important à rappeler, où on a vu notre Premier ministre François Bayrou donc se défendre pendant 5h30 hier. Une audition qui est devenue très vite politique et commentée de manière multiple et assez étrange. Tout d'abord, première question, Alexis Blin, vous qui avez regardé cette audition avec ensuite votre vidéo qui a été supprimée parce que la chaîne parlementaire payée par nos impôts, eh bien, ce sont des extraits que l'on ne peut pas diffuser. Que peut-on retenir tout d'abord de la défense de François Bayrou qui devait répondre aux questions des enquêteurs ?
On peut retenir que François Bayrou avait bien préparé sa défense, qui était une attaque en réalité. Et donc, on peut se demander quel temps il lui reste en fait pour faire son travail de Premier ministre. Hein. Clairement, ce qui a occupé les derniers jours de François Bayrou, je pense, ça a été un media training intensif, des fiches totalement précises sur Betaram pour aller jour par jour, heure par heure, dire le 16 mai 1998, je ne pouvais pas parce que j'étais à la pêche. Le 14, eh bien, figurez-vous que ça tombait bien parce que je rencontrais Monique Ranou pas loin du Prise Unique à côté de la mairie de Pau. Voilà, c'était ce genre de digression qu'il a utilisé pour noyer le poisson et pour essayer de ne pas répondre ou répondre le moins possible aux questions des co-rapporteurs de la commission d'enquête parlementaire. Et donc, on a pu voir François Bayrou très préparé, qui avait amené d'ailleurs le livre sur Betaram et le livre La Meute sur la France insoumise pour tacler Paul Vannier, qui est un député LFI. À peine a-t-il obtenu le retrait de son bracelet électronique que Nicolas Sarkozy s'est envolé au Cap Nègre avec son épouse Carla Bruni. Oui, l'information est dévoilée par nos confrères du média Off Investigation, le Cap Nègre, où précise l'article, Carla Bruni, Sarkozy dispose d'une luxueuse résidence secondaire à quelques encablures du Festival de Cannes. On y revient, Guy. Petit rappel des faits. Alors, en décembre, Nicolas Sarkozy est condamné définitivement à 1 an de prison ferme dans l'affaire dite des écoutes, condamnation pour trafic d'influence et corruption. Sa peine est aménagée à l'époque sous bracelet électronique. Il l'aura donc porté en tout et pour tout 3 mois, puisque ce mercredi, le juge d'application des peines a décidé d'accorder à Nicolas Sarkozy le régime de la libération conditionnelle et ainsi le retrait de son bracelet électronique. Le parquet justifie la décision. Étant âgé de 70 ans depuis le 28 janvier 2025, sa requête de libération conditionnelle, donc avant d'avoir exécuté la moitié de la peine, est recevable. Et visiblement, ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux et ailleurs, parce qu'on se dit quand même, une peine qui était déjà aménagée sous bracelet électronique, est-ce que on devait absolument lui retirer? Est-ce que ça ne fait pas, on va dire, encore une fois, cette espèce d'esprit un peu de favoritisme? C'est-à-dire qu'on est passé de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, je crois, à ça, quoi, à 3 mois. Juste, je voulais vous dire, on a reçu un coup de fil en régie de Juliette Binoche qui nous fait savoir qu'on ne doit plus dire Cap Nègre, mais mince. Cap de couleur. Ah oui, pour être sûr d'être parfaitement. Non, mais je pense qu'il y avait un problème. Il avait piscine et il y avait un risque d'électrocution probablement. Donc il a demandé, oui, évidemment. Donc on va avoir des photos dans la presse. Je comprends votre ironie, mais est-ce que c'est si choquant que ça? Ancien président de la République, moi avec sursis. Non, mais est-ce que le bracelet étant déjà on va pas non plus ajouter l'humiliation à l'humiliation, mais c'est drôle quand même, selon vous serez puissant ou misérable, évidemment. Oui, c'est juste, voilà, c'est ça. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.